Le lundi 23 mars 2020, nous étions nombreux scotchés sur nos écrans à attendre la décision du président Macky Sall qui devait se prononcer sur les mesures prises dans la lutte contre le Covid-19. Sa décision est sans appel. L'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire. Au fait, c'est quoi l'état d'urgence? Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue pour un nouvel épisode de Juriste Mania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'urgence au Sénégal. Pour ce faire, notre plan sera structuré en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons faire la contextualisation. En quoi faisant? En définissant les termes clés. Dans la deuxième partie, nous allons essayer d'analyser ensemble les mesures prises par l'autorité étatique. Alors, dans cette première partie qui porte sur la contextualisation, nous allons essayer de définir des termes clés afin de mieux comprendre notre sujet. Et le premier terme qu'on va définir ensemble, c'est l'administration. L'administration peut être entendue de plusieurs manières. D'habitude, on utilise soit l'approche sociologique, soit l'approche juridique. Et dans l'approche juridique, il y a le critère organique et le critère fonctionnel. D'après le critère organique, nous allons définir ensemble. D'après ce critère, l'administration est un ensemble d'autorités et de services qui se consacrent à la gestion des affaires publiques et qui appartiennent à la sphère étatique. Et d'après le critère fonctionnel, l'administration correspond à une activité ou à un ensemble de moyens tendant à une finalité. L'activité, c'est la gestion des affaires publiques, les moyens, les procédés employés pour la gestion des services publics et la finalité, l'intérêt général. Alors, le deuxième terme qu'on va définir ensemble, c'est le principe de l'égalité. Que signifie le principe de l'égalité? Le principe de l'égalité signifie tout simplement que l'administration est soumise au droit. Et le terme droit est vu dans son sens global. Les traités, la constitution, la loi, etc. Alors, qu'est-ce que implique le principe de l'égalité? Nous allons le voir ensemble. Le principe de l'égalité implique que l'administration doit fonder son action sur la règle de droit. Premièrement, que l'administration doit agir conformément à la règle de droit. Deuxièmement, l'administration doit assurer l'application de la règle de droit. Troisièmement, l'état d'urgence. Nous avons vu tout à l'heure que l'administration doit se soumettre au principe de l'égalité. Cependant, ce principe comporte des exceptions, notamment en cas d'état de siège et d'état d'urgence. En effet, d'après l'article 69 visé par le président de la République lui-même lors de sa déclaration, nous allons citer cet article ensemble. Alors, l'état de siège comme l'état d'urgence est décrété par le président de la République. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle est en session. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après 12 jours, à moins que l'Assemblée nationale saisie par le président de la République n'en ait autorisé la prorogation. Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi, et cette loi, c'est la loi 6929 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. D'après cette loi, l'urgence constitue un régime de légalité destiné, en cas de période de crise intérieure ou de tension extérieure grave, à mettre à la disposition du gouvernement les pouvoirs nécessaires au maintien de l'ordre. Et cette situation, c'est la pandémie. Dans une deuxième partie, il convient d'analyser la portée des mesures prises par l'autorité étatique. En effet, en cas d'urgence, l'autorité étatique a le pouvoir notamment de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens sur certains lieux et à certaines heures, d'interdire à titre général ou particulier tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique, d'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunion, d'interdire à titre général ou particulier les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre. Ces mesures étant accompagnées d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire de 20h à 6h du matin et d'une limitation des transports de région à région. Quelles sont les conséquences des mesures prises dans l'exercice des droits et libertés fondamentaux? Déjà, qu'appelle-t-on droits et libertés fondamentaux?
Le terme de droits et libertés fondamentaux a fait l'objet de plusieurs conceptions, de plusieurs définitions. Mais pour faire court, il s'agit de la consécration juridique des droits naturels. Ces droits naturels sont les droits que possède tout être humain du seul fait qu'il soit un être humain. Ce sont alors des droits inhérents et inaliénables que possède chaque être humain. L'ensemble des droits et libertés fondamentaux est classé en 3 générations de droits. Il y a la première génération de droits, les droits civils et politiques, la deuxième génération de droits, les droits économiques, et la troisième génération de droits, les droits de la solidarité et de la coopération. En temps normal, l'exercice des droits et libertés est soumis à 3 régimes. Il y a le régime de la déclaration préalable, le régime préventif et le régime répressif. On voit dès lors qu'une liberté ne peut être absolue. Il y a des modalités d'exercice d'une liberté, des conditions pour pouvoir exercer sa liberté. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la police administrative, dont la mission classique c'est d'assurer l'ordre public en quoi faisant en limitant la liberté des individus. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, ces droits et libertés qui sont normalement soumis au régime que nous avons préalablement établi se trouvent être de plus en plus limités. Il y a une extension des pouvoirs de la police administrative et un assouplissement des règles de compétence. Certaines décisions peuvent être directement prises par l'autorité administrative. Certains actes qui auraient pu être constitutifs de voie de fait en temps normal s'avèrent être tout à fait naturels. Quel est l'intérêt des mesures prises dans la lutte contre le Covid-19? Nous avons tous entendu la fameuse phrase du président Macron « Nous sommes en guerre ». En effet, cette phrase me fait penser à la théorie des circonstances exceptionnelles posée par l'arrêt ARS du Conseil d'État français de 1918. 1918, ça ne vous rappelle rien, la Première Guerre mondiale. 14-18. En effet, c'est l'arrêt fondateur de la théorie des circonstances exceptionnelles. Que nous dit cet arrêt? Dans cet arrêt, le Conseil d'État nous dit que le principe de la continuité des services publics comportait des exigences exceptionnelles en temps de guerre, justifiant une extension exceptionnelle des pouvoirs du gouvernement et de l'administration. Le législateur sénégalais s'est naturellement inspiré de cette jurisprudence française pour bâtir sa théorie des circonstances exceptionnelles après son accession à l'indépendance. Que nous enseigne cette jurisprudence? Cette jurisprudence nous permet de dire que le droit n'est en aucun cas une abstraction qui peut se défaire de toute réalité sociale. En effet, d'après la citation de René Chapus, que nous allons évoquer, le droit n'existe pas pour lui-même. Il a pour fin l'organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû se retourne contre les intérêts qu'il a pour mission de servir. Tout est dit, la lutte contre la pandémie Covid-19 nécessite des mesures exceptionnelles. Pour résumer, nous pouvons dire que la théorie des circonstances exceptionnelles, de par son histoire et de par sa finalité, permet de faire recours à des procédés dérogatoires du droit commun. Par ailleurs, c'est la 3e fois depuis l'indépendance que le Sénégal a eu recours à l'état d'urgence. En 1968, par le président Léopold Sédar Senghor, après les événements de mai 1968, en 1988, après les élections présidentielles mouvementées ayant entraîné l'année blanche, et cette année en 2020, après la crise du Covid-19. Cependant, il convient de préciser que l'état d'urgence ne supprime en aucun cas toute légalité, d'où l'intérêt de faire recours à des procédés pédagogiques afin d'expliquer aux citoyens quel est l'intérêt de faire recours à l'état d'urgence, quelle est la pertinence des mesures prises, quelle attitude ils doivent avoir afin d'aider à combattre la pandémie. En outre, il est souhaitable de trouver des solutions alternatives au transport pour permettre aux citoyens actifs de regagner son domicile avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Par ailleurs, il est souhaitable que ces mesures prennent en compte les couches les plus vulnérables de notre société, comme les sans-abri.
leur permettent eux aussi de regagner un abri provisoire avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. C'est tout pour cette vidéo, chers juristes maniaques. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à la partager et à m'en parler autour de toi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de ce que vous aimez et n'oubliez pas les recommandations. À très bientôt pour